Bonjour à tous. Donc je suis venu pour vous parler de mon projet de thèse et notamment de une des deux études que j'ai mis en place cette année. Donc j'avais prévu de parler de deux études et puis on m'a fait subtilement savoir que j'avais peut-être été un peu gourmand sur la quantité de contenu à vous faire passer. Donc je vais vous présenter l'étude qui concerne surtout le travail qu'on fait dans les écoles de rugby, notamment sur la formation des éducateurs, ce qui a été abordé par Julien en introduction puis aussi par Michael. Juste pour le contexte rapidement, donc ces travaux, je les ai menés dans le cadre de ma thèse, qui est une thèse CIFRE, réalisée en partenariat entre l'Université de Bourgogne et la Fédération française de rugby, et plus particulièrement la Ligue de rugby Auvergne-Rhône-Alpes. Et j'ai été recruté sur cette mission-là au regard du contexte particulier de cette saison 2023-2024, et notamment les grosses échéances qu'on a connues, de Coupe du Monde 2023 et celles qui arrivent des Jeux Olympiques, avec cette anticipation de un nombre de licenciés qui pourrait augmenter du fait de cette exposition médiatique. Et donc, outre la question de est-ce qu'on a les ressources humaines pour accueillir ces nouveaux pratiquants, la question de qu'est-ce qui se passe quand un jeune vient s'inscrire au rugby, est-ce que ça lui permet d'y développer un sentiment de bien-être, est-ce que ça lui permet de s'épanouir? Et avec ça, bien sûr, la question de la fidélisation derrière, c'est-à-dire que si le jeune il vient s'inscrire au rugby et qu'il y trouve de l'épanouissement, forcément on a plus de chances de le voir revenir la saison d'après. Donc c'est sur cette question que j'ai été engagé. Et donc j'ai commencé mon travail en me posant cette question des effets de la pratique sportive en fait. Est-ce que cet épanouissement par la pratique, c'est quelque chose qu'on peut décemment rechercher et décemment attendre? Et là-dessus, on a des résultats qui sont ambivalents. D'un côté, on a pas mal de preuves qui semblent indiquer que la pratique sportive, ça peut être lié à un ensemble de marqueurs positifs, d'effets bénéfiques pour les personnes qui y prennent part. Voilà, sur la qualité de vie, sur le développement de compétences, etc. Ces effets bénéfiques ils s'expliquent notamment par certaines caractéristiques inhérentes à la pratique sportive, notamment le fait que c'est un espace qui est structuré, dans lequel on va être amené à fournir des efforts volontaires dans le temps, on va avoir une certaine motivation, on va être challengé, bref, plein de caractéristiques liées à la pratique sportive qui peuvent expliquer ces effets positifs. Mais on a aussi des travaux qui indiquent que la pratique sportive, elle est aussi potentiellement parfois vectrice d'effets plus délétères. Sur la délinquance, la consommation d'alcool, j'ai mis quelques exemples ici. Bref, le message à retenir de ça, c'est que derrière cette croyance assez répandue, le sport c'est l'école de la vie, on a l'impression que de façon assez automatique en fait, pratiquer un sport ça générerait un tas d'effets positifs. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est surtout les conditions dans lesquelles l'activité va être exercée qui vont définir si on va avoir ces effets positifs qui vont advenir ou non. Donc je me suis basé sur un grand champ théorique qui s'appelle le champ du développement positif des jeunes, donc Positive Youth Development, qui s'est interrogé sur cette question de en quoi le sport peut être vecteur d'épanouissement, peut être vecteur de résultats positifs chez les jeunes qui en font. Et donc ce terme de Positive Youth Development, il renvoie à plusieurs réalités, il renvoie notamment à une certaine approche du développement, donc c'est un terme issu de la psychologie du développement, qui est ancré dans les approches qu'on va appeler émergentes de la psychologie du développement, c'est-à-dire des approches qui vont mettre au cœur de leur compréhension du développement humain l'interaction entre l'individu et l'environnement dans lequel il est inséré. C'est-à-dire que l'individu se construit par l'interaction dynamique entre ses qualités personnelles, ses caractéristiques personnelles et les caractéristiques de son environnement. Et c'est aussi une approche qui va être ancrée fortement dans la psychologie positive, puisqu'elle va amener ce switch de focus sur le développement des jeunes en se disant, avec ce mantra un peu qui est répandu, que les jeunes sont des ressources à développer plutôt que des problèmes à traiter. Il y a une coquille, donc c'est problèmes à traiter, qui s'inscrit en opposition avec une approche qui était dominante au XXe siècle, qu'on appelait l'approche basée sur la réduction de déficit. Et cette approche du développement sur la réduction de déficit, en fait, elle était ancrée sur le fait que les adolescents, les jeunes, c'est des adultes inaboutis, des adultes qui ne sont pas terminés, et qu'on va essayer de corriger ce qui leur manque pour en faire des adultes. Voilà. Et là, on a vraiment un switch en termes de focus. Et donc, ce qui est intéressant avec ce switch, c'est que on va plus se poser la question, plutôt que de la question de qu'est-ce qu'il faut changer pour éviter qu'on ait des trajectoires développementales négatives, c'est plutôt quelles conditions on doit mettre en œuvre pour que les trajectoires développementales amènent à des résultats positifs. Donc le Positive Development, c'est cette approche du développement, c'est aussi un champ de recherche qui cherche à établir dans quelles conditions l'épanouissement peut advenir, et notamment en s'interrogeant sur les compétences que les individus doivent développer pour s'épanouir, qu'on va appeler généralement des habiletés de vie, c'est-à-dire des habiletés qu'on développe dans un contexte et qui nous aident dans d'autres contextes, mais aussi les caractéristiques de l'environnement. Et le Positive Development, c'est aussi le nom qu'on va donner à ce processus de développement qui amène à des résultats positifs.
Donc on a plusieurs modèles qui nous aident à penser cette question-là du développement positif, notamment celui-ci, ce modèle de Benson. Voilà, en fait, Benson, il a recensé des caractéristiques des individus et des caractéristiques environnementales qui, quand elles sont réunies, semblent être des marqueurs qui font amener à des résultats positifs. C'est-à-dire que si on perçoit chez un individu qu'il a globalement en lui une attitude plutôt propice à l'apprentissage, qu'il a des valeurs positives, qu'il a une identité positive, c'est-à-dire une perception de soi plutôt positive, et que dans son environnement, il va avoir un environnement soutenant, un environnement qui favorise l'autonomisation, et ben, il y a des chances que cet individu-là il soit inscrit dans une trajectoire développementale d'épanouissement. Donc encore une fois, cette interaction entre individu et environnement, on a un autre modèle qui nous permet de penser cette question-là, c'est encore une fois, c'est un modèle qui dit un peu la même chose, mais de façon légèrement différente, le modèle des 5 C, qui nous dit qu'en fait, bon, voilà, l'individu il est plongé dans ce jeu d'interaction entre qui il est et l'environnement dans lequel il évolue, et ce qui va permettre de voir si ces interactions elles sont fonctionnelles pour son épanouissement ou pas, ça va être la présence de 5 indicateurs qu'on va appeler les 5 C, donc, que je vous ai mis ici, compétence, confiance, connexion, caractère et compassion, bienveillance. Donc, compétence, c'est globalement, est-ce que l'individu il a une perception d'accomplissement dans un certain nombre de domaines? Il se sent performant dans un certain nombre d'activités. Confiance, c'est globalement une image positive de lui. Connexion, c'est des relations significatives et positives avec d'autres personnes. Caractère, c'est une forme d'intelligence sociale, une capacité à switcher d'un groupe social à un autre, à se conformer aux règles qui sont en vigueur et à s'y intégrer. Et puis, compassion bienveillante, de manière générale, l'individu a une disposition favorable à l'égard des autres, il a plutôt de la sympathie à l'égard des autres. Donc quand on perçoit chez un individu la présence de ces 5 marqueurs, ça veut dire que probablement cet individu, il est inscrit sur une trajectoire développementale qui va amener à son épanouissement. Et cet épanouissement à l'âge adulte, il est notamment caractérisé par l'arrivée d'un 6e C dans le modèle, qui est le C de la contribution, avec cette idée que l'individu qui a suivi cette trajectoire-là, il sera à même, une fois adulte, d'adopter des comportements qui seront favorables pour lui, sa famille, sa communauté, la société en général. Si on recentre maintenant sur le sport et comment l'épanouissement, le développement positif peut subvenir du fait de la pratique sportive, on a ce modèle de 2017 qui nous apprend que cette possibilité du sport de proposer des résultats positifs va se faire du fait de 2 mécanismes différents. Les processus qu'on va appeler explicites et les processus qu'on va appeler implicites. Donc les processus explicites, c'est quand la façon dont la pratique sportive est designée et animée par les entraîneurs, elle vise explicitement, consciemment, à développer des compétences qui vont être utiles pour le jeune dans sa vie de tous les jours. Donc c'est-à-dire que l'entraîneur, consciemment, il fait un effort en tant qu'entraîneur pour développer des compétences qui sont utiles dans la vie de tous les jours pour les athlètes. Inversement, les process implicites, c'est tout ce qui va être de l'ordre du climat d'entraînement, tout ce qui va entourer l'entraînement, et ce climat, il est notamment défini par l'ensemble des relations qui se jouent dans l'entraînement, la relation entre les joueurs, la relation entre le joueur et l'entraîneur dont vous parlera Valentin tout à l'heure, la relation avec les parents et notamment l'engagement des parents. Donc on a ces 2 process, plutôt le climat de pratique générale ou alors un effort volontaire de la part des entraîneurs pour développer des compétences de vie. Donc cette dichotomie qui était proposée dans le modèle de Holt, elle a été ensuite affinée légèrement par d'autres auteurs en 2018 pour dire, en fait, on peut affiner un petit peu cette distinction avec, dans les process implicites, tout ce qui va être autour du climat et de la structure du contexte sportif, et avec tout ce qui va être de l'ordre des process explicites, le fait de discuter des habiletés de vie. C'est-à-dire, on parle du fait que, peut-être qu'en sport, vous développez des compétences, est-ce qu'elles sont utiles pour vous dans d'autres moments? On va aussi pratiquer ces habiletés. C'est-à-dire que l'entraîneur, il va, dans ces situations d'apprentissage, inciter les joueurs à développer certaines compétences qui sont des habiletés de vie, comme par exemple la prise d'initiative, la fixation d'objectifs, etc. Et ensuite, on a tout ce qui est de l'ordre du transfert, c'est-à-dire inciter les joueurs à ce que les compétences qu'ils développent dans le cadre de la pratique, ils les développent aussi et les utilisent aussi dans d'autres contextes. Donc ceci étant dit, on est parti de la littérature la plus récente sur le développement positif via la pratique sportive, et on a ce travail récent, cette méta-analyse de 2023, qui nous dit que globalement, quand on cherche à obtenir ces développements positifs par la pratique sportive, notamment en le faisant consciemment et de façon explicite, ça fonctionne. Voilà, on a plein de preuves qui montrent que globalement, les programmes qui sont designés pour ça ont tendance à être efficaces sur tout un tas de résultats positifs pour les jeunes. Par contre, ce qui est constaté dans ce travail-là, c'est que la plupart de la recherche scientifique, elle porte sur des process explicites. C'est-à-dire le moment où vraiment on a des programmes qui sont designés expressément dans ce but de provoquer l'évanouissement.
Par contre, on a quand même quelques preuves que les process implicites, ils peuvent être efficaces. C'est moins évident, on a moins de données là-dessus, mais il y a quand même ce soupçon qu'on peut aussi utiliser ces leviers-là pour aller chercher l'épanouissement par la pratique. Et puis un autre élément qui ressort de ce travail-là, c'est des problèmes méthodologiques dans les travaux sur ces questions-là, notamment beaucoup d'études en fait, où il n'y a pas de groupe contrôle. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a intégré ces constats-là récents, et on s'est dit, bon, on va essayer de générer cet épanouissement par la pratique dans le contexte de la Fédération française de rugby, en essayant d'avoir quand même un apport scientifique, en proposant quelque chose qui est plutôt recommandé par ce travail-là de 2023. Et donc le premier travail, ça a été de se dire, ok, comment on s'adapte aux différents contextes dans lesquels on souhaite générer cet épanouissement-là, qui sont les écoles de rugby et les académies pour l'espoir. Et donc si on zoome un peu sur le contexte, en école de rugby, ce qui va se passer, c'est que généralement, on a des entraîneurs dans ces milieux-là qui sont bénévoles, peu formés, et ce qui va pouvoir constituer un frein à l'implémentation du développement positif et de cette perspective-là, parce que ça va représenter une charge mentale supplémentaire pour les entraîneurs, qui sont déjà occupés à gérer les exigences techniques, d'animation, de préparation des séances. Et donc, on est parti du principe que dans ce contexte-là, on allait essayer de cibler plutôt les processus implicites. C'est-à-dire, on va essayer de former les entraîneurs pour qu'ils mettent en place un climat de pratique favorable, pour que ça puisse leur permettre aux joueurs qui sont entraînés par ces entraîneurs-là de s'épanouir. Donc je passe sur l'autre étude, puisque effectivement on a dit que j'aurais pas le temps de... Effectivement, c'était une très bonne remarque. Donc je passe direct sur cette étude-là. Donc on a identifié un ensemble de paramètres du climat d'entraînement qui nous semblaient être vecteurs d'épanouissement et qui nous semblaient importants pour générer cet épanouissement, notamment le leadership transformationnel, dont a parlé Grégoire tout à l'heure, l'identité sociale et le climat motivationnel. Donc, le leadership transformationnel, Grégoire en a parlé tout à l'heure, c'est un ensemble de comportements d'influence mis en place par l'entraîneur qui vont être favorables pour les joueurs. Notamment, il a parlé tout à l'heure de considération individuelle, de stimulation intellectuelle. Donc ça va être ces façons dont l'entraîneur va pouvoir influencer ses joueurs. L'identité sociale, c'est ce fonctionnement psychologique particulier où je vis les événements plutôt en tant que membre d'un groupe opposé à un autre groupe, plutôt qu'en tant qu'individu avec mes caractéristiques individuelles, qui est constitué de les liens que je vais pouvoir former avec le groupe, de l'importance que va représenter le groupe pour moi, des affects que je vais ressentir du fait de l'appartenance à un groupe. Donc si on arrive à booster ça aussi, potentiellement on pense qu'on peut augmenter l'épanouissement. Et puis le climat motivationnel, qui a été évoqué aussi dans la présentation sur le burn-out par Sandrine tout à l'heure, sur le soutien des besoins fondamentaux, qui pourrait potentiellement aussi avoir un effet positif sur l'épanouissement. Donc notre étude, elle a porté sur les 135 entraîneurs et entraîneuses qui étaient inscrits en brevet fédéral développement cette année, et on a utilisé un design quasi expérimental, c'est-à-dire qu'on utilise des groupes qui sont naturels, c'est-à-dire qu'on n'a pas pu faire une répartition aléatoire de ces entraîneurs dans différents groupes, on a été obligé d'utiliser les groupes de bassins territoriaux en fait, et donc on a réparti ces entraîneurs en 3 groupes, un groupe contrôle où les entraîneurs ont eu leurs 60 heures de formation habituelle en brevet fédéral développement, sans formation spécifique sur le climat d'entraînement, un deuxième groupe où ils ont eu 1h30 de sensibilisation sur le climat d'entraînement, et un groupe où ils ont eu 9 heures de formation sur le climat d'entraînement. Donc ils ont tous bien eu 60 heures de formation, simplement c'est le contenu qui a changé d'un groupe à l'autre. On a pris 4 temps de mesure, avant, pendant, après, et on va en prendre un autre qui sera après la formation, 5 mois après la formation. Et ce que ça a fait, c'est que ça nous a permis ensuite de récolter des données pour voir si cette formation qu'on allait mettre en place sur les différents paramètres que j'ai évoqués, elle allait avoir une certaine efficacité pour générer l'épanouissement chez les pratiquants. Donc on s'est basé sur ce modèle intégratif de l'évaluation et de l'efficacité des formations pour adultes, et du coup on s'est centré sur les 2 dernières variables qui nous semblent être les plus importantes, c'est-à-dire le transfert, la capacité des entraîneurs à mettre en œuvre les compétences qu'ils auront développées pendant la formation, et les résultats, c'est-à-dire ce qu'on cherche en designant la formation et en mettant en place la formation, c'est-à-dire l'épanouissement. Ce qui fait qu'on a pris des données sur le transfert, on a été chercher les perceptions sur le climat d'entraînement, en auto et en hétéro-évaluation. Donc auto-évaluation, on a demandé aux entraîneurs d'évaluer à quel point ils percevaient qu'ils étaient transformationnels dans leur façon d'entraîner, qu'ils boostaient l'identité sociale de leur équipe et qu'ils satisfaisaient les 3 besoins fondamentaux de leurs joueurs. Et on a posé la même question aux joueurs pour qu'ils évaluent le climat d'entraînement mis en place par leur entraîneur. Et puis on a aussi pris du coup une mesure de résultat avec une échelle d'épanouissement directement cette fois-ci auprès des joueurs. Avec nos hypothèses qui étaient que aux 2 derniers temps de mesure, donc après la formation et 5 mois après la fin de la formation,
on aurait des différences entre les groupes en termes de climat d'entraînement et d'épanouissement, et notamment un groupe 3, celui qui a eu 9 heures de formation, qui aurait des niveaux plus élevés, donc un meilleur climat d'entraînement et des meilleurs niveaux d'épanouissement. Donc les résultats que je vais vous présenter sont préliminaires parce que le troisième temps de mesure T2 d'après la formation, il est encore en cours, donc je suis encore en train de récolter les données. Donc c'est que les résultats qu'on peut tirer à partir des premiers résultats que j'ai eus. Le premier qui était important pour nous, c'est de bien vérifier qu'on a un équilibre des groupes expérimentaux sur ce type de design quasi expérimental. Et effectivement, là, ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas de différence. Donc on ne peut pas dire que dans l'un, les joueurs sont plus épanouis que dans la Drôme. Il n'y a pas de différence entre les groupes expérimentaux. Ce qui fait que si on perçoit des différences plus tard, on pourra les inférer aux effets de la formation. Le deuxième élément qu'on peut déjà regarder, c'est une analyse transversale, c'est-à-dire une comparaison des différents entraîneurs sur les paramètres qu'on a pris en compte. Et donc on a regardé les corrélations entre les paramètres du climat d'entraînement et les niveaux d'épanouissement. Et ce qu'on voit, c'est que visiblement les paramètres qu'on a choisis fonctionnent bien, puisque effectivement, les joueurs qui sont entraînés par un entraîneur dont ils perçoivent qu'il est très transformationnel, dont ils perçoivent qu'il permet de s'identifier fortement à l'équipe et dont ils perçoivent qu'il satisfait leurs 3 besoins fondamentaux, sont des joueurs qui s'épanouissent davantage que les autres joueurs. Donc, on a vraiment cette pertinence de ces paramètres-là, avec leur lien direct avec l'épanouissement. Et ensuite, je peux déjà vous parler des résultats entre le premier temps de mesure et le deuxième temps de mesure, donc avant et en milieu de formation. Et pour l'instant, conformément à ce qu'on attendait, on n'a pas de différence significative entre les groupes, entre l'avant-formation et le milieu de la formation. Donc voilà, ça ne nous renseigne pas forcément sur ce qui va se passer sur les temps de mesure après, mais on a déjà ce rendu-là. Et puis, je me suis amusé avec les quelques données que j'ai déjà sur le temps après la formation de regarder le lien à la performance, parce que ça, c'est quelque chose qu'on voulait aussi anticiper. C'est-à-dire qu'on anticipait la critique alors, même si on arrive à démontrer que ça a un lien avec l'épanouissement, est-ce que enlever 9 heures de contenu rugby à une formation d'entraîneur, ça ne va pas avoir un effet sur la performance des joueurs? Est-ce qu'on ne risque pas d'avoir des joueurs qui certes s'épanouissent, mais qui jouent moins bien? Donc du coup, on a été quand même prendre une mesure de performance. Alors c'est des niveaux sur lesquels avoir une mesure de performance objective en termes de victoire-défaite, c'est compliqué parce que ça fonctionne surtout sur des tournois, donc en fait, ils ne calculent pas vraiment le nombre de victoires qu'ils ont. Donc on a été chercher la satisfaction des joueurs vis-à-vis de la performance collective et la satisfaction des joueurs vis-à-vis de leur performance individuelle. Et voilà, le résultat que j'ai avec les données actuelles, donc à prendre avec des pincettes parce que on n'a pas toutes les données, c'est qu'on aurait plutôt un effet inverse. C'est-à-dire que notre groupe 3 qui a eu des données, qui a eu une formation sur le climat d'entraînement, il a des joueurs qui globalement sont plus satisfaits de la performance de leur équipe. Voilà, ce qui n'est pas forcément un indicateur idéal de performance, mais qui nous donne déjà quand même une petite indication. Donc en termes d'apport potentiel de ce travail-là, outre les apports scientifiques que j'ai parlé, parce qu'on répond à un certain nombre de critiques qui étaient formulées par Brunner en 2023, on a cette possibilité, cet horizon qui serait de réformer légèrement la formation fédérale, en se disant peut-être qu'on peut passer un peu moins de temps sur les contenus techniques stratégiques et amener du contenu sur le climat d'entraînement. En termes de limites, on n'est pas sur le standard idéal qui était imaginé par Brunner. Par contre, lui, il aurait voulu, il réclamait autant que possible des essais randomisés contrôlés. Nous, on a été sur du design quasi expérimental, donc ce qui est, on va dire, le standard juste en dessous en termes de qualité. Que voilà, dans cette méta-analyse, il disait bon voilà, il faudrait du randomisé contrôlé, ce serait idéal, mais si on a du quasi expérimental, ce sera déjà pas mal. Donc on n'est pas sur l'optimum de ce qu'on aurait pu faire. On a un autre gros problème qui est lié au design de l'étude, en fait, sur du longitudinal comme ça, avec des questionnaires qui sont longs, coûteux à faire passer. C'est qu'on a une grosse perte de participants entre le premier temps de mesure et le dernier temps de mesure. Donc là, déjà, j'ai pu le constater entre le premier temps de mesure et le deuxième, et aussi avec le troisième. Donc il y a un gros travail à faire pour relancer et chercher la récolte de données. Mais voilà, ça c'est une des limites de l'étude. Et puis un autre problème, c'est qu'on a un manque de contrôle sur la qualité des réponses, puisque j'ai balancé les questionnaires au coach. J'ai pas de contrôle sur dans quelles conditions est-ce qu'ils ont rempli les questionnaires. Et ensuite, c'est eux qui ont fait le travail de diffusion des questionnaires aux joueurs. Donc c'est pareil, j'ai pas de contrôle sur dans quelles conditions est-ce que les joueurs ont rempli les questionnaires. Et ensuite, en termes de perspective sur la suite, pour pouvoir mieux interpréter les résultats quantitatifs qu'on va obtenir avec les questionnaires, on a lancé une étude qualitative avec des entretiens qui ont été menés déjà, et il y en a d'autres qui vont être menés à l'avenir, avec les entraîneurs qui ont suivi la formation, pour qu'on puisse savoir quels paramètres de la formation ont été plutôt facilitants ou qui ont plutôt freiné leur capacité à transférer les connaissances qui étaient acquises dans la formation sur le terrain. Et on a déjà quelques verbatims qui sont sortis. Voilà, je vous en ai sorti 2 qui me paraissaient intéressants. Voilà, un entraîneur qui nous dit voilà, j'ai envie de travailler là-dessus, mais
voilà, on fait des séances physiques, techniques sur les plaquages, les passes, etc. Et on n'a pas le temps de discuter de ces choses-là. Donc lui, il est venu en formation, il entraîne avec d'autres personnes, et il n'a pas eu le temps vraiment de se coordonner, il n'a pas l'impression qu'il va pouvoir vraiment transférer parce que voilà, c'est une tâche collective que d'entraîner. Un autre qui inversement, plutôt sur la réaction, c'est-à-dire comment il a vécu la formation, qui lui nous dit que il trouve qu'elle est utile, essentielle, et que ça lui a aidé à comprendre les joueurs. Donc voilà, on a des premières données sur ce que ça a donné, sur ce que la formation a provoqué chez les personnes qui l'ont suivi. Et voilà, ça nous aidera à interpréter les données quantiques qu'on va récupérer. Merci pour votre attention.